Toute la journée, 7 jours sur 7. C'est l'information santé en continu et de la musique sur Radio Afrique Santé. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous informatif de 19h dont voici le sommaire. 30 lycées techniques agricoles seront fonctionnels dès 2025. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Dans la page santé de cette édition, nous parlerons de l'albinisme. Les actualités nationales, internationales et sportives sont également à retrouver dans ce 19h. Le sommaire ainsi présenté, place au développement. À nouveau, bonsoir. Nommé haut-commissaire à la prévention de la corruption, l'ancien bâtonnier Jacques Migan a entrepris une tournée de prise de contact avec les présidents des institutions de la République. Reçu en audience par le président de la Cour suprême Victor Dassi Adossou, l'ancien bâtonnier n'a pas hésité à demander à son hôte de doter le corps de la magistrature d'un code d'éthique spécifique. Pour Jacques Migan, ce code d'éthique devrait être élaboré et institué pour les magistrats, indépendamment du code réservé à tous les fonctionnaires de l'État. Il y a eu des échanges très riches, beaucoup de conseils de la part du président de la Cour suprême. Nous avions expliqué au président la mission dévolue au Haut-Commissariat à la prévention de la corruption. Et nous avions demandé au président qu'il serait bon, indépendamment du code éthique qui est réservé à tous les fonctionnaires, que le corps des magistrats ait un code d'éthique spécifique. Et c'est avec grand plaisir que le président de la Cour abonde dans notre requête, accepte de nous accompagner pour l'élaboration de ce code d'éthique spécifique, je dis bien spécifique, au corps des magistrats. Avec le président de la Cour suprême, nous avions évoqué aussi les prochaines élections générales qui doivent se tenir en 2026. Comme vous le savez, la Cour suprême, c'est le juge du contentieux des élections communales et municipales. Nous avions cherché à savoir si les dispositions idoines sont en train d'être prises pour que nous puissions avoir des élections apaisées dans notre pays en ce qui concerne les élections communales, les élections municipales qui touchent la Cour suprême. Et c'est encore avec grand plaisir que le président nous annonce que ces dispositions sont en train d'être prises pour que nous puissions avoir des élections apaisées. 30 lycées techniques agricoles fonctionnels en 2025. Tel est le programme ambitieux que s'est fixé le Bénin en matière de formation agricole pour relever les défis liés au développement du capital humain de qualité. Ces lycées techniques agricoles LTA de type nouveau seront mis en place dans le cadre du programme de développement de la formation agricole et rurale. Chaque LTA sera développé autour de 2 dispositifs intimement liés et indissociables. Au cours de l'émission Bilan du PAG dans le secteur de la formation professionnelle et technique, le ministre Kwaro Yves Chabi a évoqué le sujet. Nous voulons désormais que nos apprenants qui sortent des lycées techniques agricoles soient de vrais exploitants agricoles, soient de vrais spécialistes de leur métier. Voilà pourquoi la réforme prend globalement tout en compte. Il s'agit non seulement des infrastructures, que vous verrez bientôt. Nous les annonçons, les premières infrastructures seront disponibles avant 2026. Donc, mis à part les infrastructures, dans le fond, il y a du travail qui se fait au niveau des curricula, au niveau même du mode de fonctionnement de ces lycées, donc de la gouvernance, au niveau du type des formateurs. Par exemple, à Kétou, personnellement, on est allé avec le ministre de l'Agriculture pour remettre des tracteurs, des machines agricoles, y compris même des ordinateurs pour chaque apprenant. Et tous les lycées, tous nos lycées techniques agricoles, toutes nos écoles de métiers seront totalement équipés. Les plateaux techniques seront mis aux normes. Les lycées qui sont là actuellement seront réhabilités, le plateau technique également rénové. En ce qui concerne les lycées, ce n'est pas que des bâtiments.
c'est également du soft et à ce niveau, nous sommes très avancés en termes de curricula, en termes de modèles de gestion, etc., etc. Si vous allez au lycée technique agricole de Ina aujourd'hui, vous constatez que la réfection a déjà commencé. On a déjà des bâtiments qui sont debout. On a d'anciens bâtiments qui sont réfectionnés. Donc, il y a déjà du concret. Il y aura par exemple la rénovation, la construction d'infrastructures d'équipement des lycées techniques agricoles, la diversification des offres de formation. On n'en parle pas, tantôt c'est de ça, je disais, le soft. Le développement des programmes de formation agricole et rurale orientés vers les référentiels de qualification. La formation et le renforcement des capacités des formateurs, le renforcement de l'écosystème d'enseignement technique et la formation professionnelle agricole et rurale, la restructuration du dispositif de gouvernance, surtout à ce niveau, le dispositif de gouvernance, parce que ces lycées que nous allons mettre en place ne peuvent plus être gérés comme ce qui se passe actuellement. Prenons le pouls du reste de l'actualité au plan national à travers cette compilation réalisée par Romaric Tokwe. Arrêté le 12 août 2024 à Lomé, au Togo, Steve Amonso, un jeune soupçonné d'être le célèbre activiste politique béninois Frère Onvi, a été présenté à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le prévenu a profité de cette nouvelle comparution pour s'exprimer sur les conditions de son arrestation. Selon lui, son interpellation n'est autre qu'une expédition extrajudiciaire et extraterritoriale. On ne peut pas hériter de ma personne sans hériter des conditions de mon arrestation. Je ne souhaite à personne ce que j'ai vécu, a-t-il déclaré. Aussi s'interroge-t-il. À qui profite le crime de mon enlèvement? À l'audience, les avocats de Steve Amonso sont revenus sur l'interpellation illégale de leur client à l'étranger. Prendre criminellement quelqu'un dans un autre pays et venir le juger, c'est un recel. Appelé de M. Barnabé Bago. Mieux, il demande la libération immédiate de son client. L'audience a été renvoyée au 9 décembre 2024. Et pour finir, depuis plusieurs jours, plusieurs quartiers de la ville de Parakou sont confrontés à une grande pénurie d'eau potable. Cette situation fait suite à une panne causée par une fuite majeure dans une canalisation de la Société nationale des eaux du Bénin. L'incident résulte d'un feu provoqué par la combustion d'eau dure par des riverains qui a endommagé une conduite d'eau de 630 mm de diamètre. Pour remédier à cette crise qui perturbe fortement la vie des ménages, les autorités ont déployé une équipe technique. D'après les informations relayées par Fraternité FM, les travaux de réparation sont en cours et devraient être achevés dans la journée de ce mardi. Une nouvelle conduite est actuellement installée pour remplacer celle qui a été endommagée. Les habitants de Parakou, éprouvés par cette pénurie, devraient retrouver un accès normal à l'eau potable dès ce soir. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le journal Parler de 19h sur Radio Afrique Santé. La communauté internationale célèbre ce jour 19 novembre la journée mondiale des toilettes. Occasion pour tous de prendre conscience du danger que constitue l'inexistence des toilettes sûres dans la vie d'un être humain. Selon l'ONU, 3,5 milliards de personnes vivent encore sans service d'assainissement géré en toute sécurité, dont 419 millions pratiquent la défécation en plein air. Il urge donc d'agir plus rapidement pour l'amélioration et la protection de l'accès des populations à l'assainissement. Dans son message délivré à l'occasion de la célébration de cette journée, Antonio Guterres a exhorté tous les États à soutenir la stratégie des Nations Unies en matière d'eau et d'assainissement, à faire de l'eau potable et de l'assainissement des priorités budgétaires et à investir dans des infrastructures résilientes face au changement climatique. Cette édition se poursuit en 2014. L'Organisation des Nations Unies faisait du 13 juin la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. 10 ans plus tard, les enfants atteints d'albinisme au Bénin sont toujours confrontés à une faible prise en compte de leurs difficultés scolaires. Mais selon le pasteur Franck Ronsa, lui-même albinos, et le promoteur culturel Djamile Mamagaou, d'énormes progrès sont à souligner en la matière au Bénin. Les personnes atteintes d'albinisme sont des hommes et des femmes comme tout autre et peuvent faire n'importe quoi. Peut-être que c'est trop tôt de parler d'avancée, mais ce qui est sûr, c'est que là où nous étions il y a 7 ans, on n'est plus à ce même niveau. Aujourd'hui, par exemple, de plus en plus de personnes sont en train de comprendre pourquoi une personne peut naître atteinte d'albinisme d'un couple entre griffes noires. C'est une avancée. De plus en plus de personnes sont en train de comprendre que les personnes atteintes d'albinisme ont des difficultés visuelles.
Ça, c'est une avancée. Au niveau de l'éducation, beaucoup d'enseignants ont été formés par nos soins et à comment encadrer un enfant atteint d'albinisme en situation de classe. C'est une avancée aussi. Aujourd'hui, on peut dire que parce que les personnes vivant avec l'albinisme ne sont plus dans une posture d'attendre que les autres reconnaissent leur place et que eux-mêmes maintenant essaient de prendre leur place, d'affirmer leur existence, de montrer aux autres qu'ils valent autant que tout le monde, de parvenir à faire comprendre qu'ils sont des humains à part entière, eh bien, il y a une certaine évolution parce que eux-mêmes lancent l'alerte, eux-mêmes participent dans les actions de la société, dans le vécu naturel des choses. Et donc, c'est là qu'il y a déjà un premier changement. Au Bénin, les albinos semblent s'intégrer dans une société qui les a tout le temps combattus. Aujourd'hui, ils essayent de sensibiliser la population sur leurs droits en tant qu'êtres humains. Même si elles constituent une petite portion de la population béninoise, les personnes atteintes d'albinisme existent. Dans certaines régions du Bénin, elles sont idolâtrées et considérées comme des êtres sacrés aux origines divines. Au nombre des combats qu'elles espèrent gagner, il y a celui de l'insertion professionnelle. À nouveau, Franck Gronsa et Jamile Mamagaou au micro de Ginette Fleur Adandé. Je n'ai pas, au cours des 3 dernières années, il y a 5 ans j'ai eu des échos comme ça, mais au cours des 3 dernières années, je n'ai eu aucun écho d'une entreprise qui ait rejeté quelqu'un parce qu'il est atteint d'albinisme. Donc ça, on peut dire que peut-être que notre sensibilisation porte de plus en plus de fruits. Plus en plus, des artistes essaient de récupérer la préoccupation pour en faire une sorte de lobbying concerté, même si chacun va dans son sillon et chacun va dans sa façon de percevoir les choses. Autant par rapport au fait d'insérer des personnes vivant avec l'albinisme dans des clips, comme l'a déjà fait Nicanor, ou encore de vouloir s'impliquer dans des actions d'association de personnes vivant avec l'albinisme, comme prévoit le faire bientôt quelqu'un comme Dibi Dobo. Le cancer du larynx est une affection qui touche souvent des fumeurs et autres personnes ayant contact avec des substances cancérogènes dans l'air respiré. C'est un cancer qui se développe généralement au niveau des cordes vocales dans une partie appelée glotte. Que savoir d'autre sur cette affection? L'infirmier Fiacre Koudina au micro de Samuel Kora. Monsieur Fiacre Koudina, bonjour et bienvenue à cet entretien. Alors dites-moi, qu'est-ce que le cancer du larynx? Le larynx, c'est un organe présent dans la gorge. Et c'est un organe qui est communément appelé boîte vocale, qui joue un rôle essentiel dans la respiration, la phonation, la protection des voies respiratoires et empêche aussi les aliments à pénétrer dans les poumons. Alors quand on parle du cancer du larynx, c'est un type de cancer qui se développe dans les tissus du larynx, donc dans la gorge. Quelles sont les différentes formes du cancer du larynx? Le cancer du larynx peut se présenter sous différentes formes en fonction de l'endroit précis où la tumeur se développe dans le larynx. Le larynx lui-même est divisé en 3 régions principales et le type de cancer est classé selon la zone touchée. Alors nous avons le cancer de la glotte. Quand on parle de la glotte, c'est cette partie du larynx qui contient les cordes vocales. Nous avons aussi le cancer supraglottique. Alors, la partie supraglottique, c'est la région au-dessus des cordes vocales et elle comprend l'épiglotte. Et quand on parle de l'épiglotte, c'est cette partie-là qui empêche les aliments de pénétrer dans la trachée pendant la déglutition. Nous avons aussi le cancer sous-glottique. Et la partie sous-glottique, c'est cette partie qui est située en dessous des cordes vocales. Et en dernière position, nous avons le carcinome épidémique. Si nous prenons la majorité des cancers du larynx, ce sont des carcinomes épidémiques qui se développent dans les cellules plaques et qui tapissent maintenant l'intérieur du larynx. Maintenant, il y a d'autres formes rares de cancer qu'on peut avoir. Il y a ce qu'on appelle le sarcome, qui est un type de cancer qui se développe dans les tissus conjonctifs du larynx. Nous avons aussi le carcinome neuro-endocrinien, qui est une forme rare qui touche les cellules neuro-endocriniennes. Comment se développe un cancer du larynx? Le développement du cancer du larynx est un processus un peu complexe qui commence toujours par des mutations génétiques dans les cellules du larynx. Et ces mutations transforment maintenant les cellules normales en cellules anormales, ce qui se multiplie maintenant de façon incontrôlée et donne place maintenant au cancer. Quels sont les facteurs de risque du cancer du larynx?
Alors, comme principaux facteurs de risque du cancer de larynx, nous avons d'abord le tabagisme. Alors, le fait de fumer ou d'utiliser d'autres formes de tabac est un facteur de risque majeur. Nous avons la consommation excessive d'alcool, l'exposition à certaines substances chimiques ou au travail dans des environnements poussiéreux. Et parfois, une infection par le virus du papillome humain peut aussi augmenter le risque. Quels sont les symptômes du cancer du larynx? Comme symptôme du cancer du larynx, nous avons un changement de la voix. Il y a la personne sent des difficultés à avaler. La personne ressent des mal de gorge persistants ou la personne a des sensations de boule dans la gorge. La personne concernée a des douleurs à l'oreille. Il y a une présence d'une toux chronique. Il y a une perte de poids qui est vraiment inexpliquée. On ne sait pas pourquoi la personne perd le poids. Il y a un gonflement ou une grosseur au niveau du cou. Donc voilà ce que la personne présente comme symptôme. Comment prévenir le cancer du larynx? Pour prévenir le cancer de larynx, c'est très simple. Il faut mettre fin à tout ce qui est facteur de risque. Donc la prévention passe par l'arrêt du tabac et la réduction de la consommation d'alcool. Quels sont les traitements du cancer du larynx? Pour le traitement du cancer du larynx, si un diagnostic précoce a été fait, cela permet d'améliorer le pronostic. Donc d'abord, c'est une raison pour laquelle il est important de consulter un médecin si entre-temps les symptômes du cancer persistaient. Alors pour le cancer du larynx, son traitement dépend d'abord du stade de la maladie et peut maintenant inclure la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie ou une combinaison de toutes ces approches. Plus connue sous le nom de mauvaise haleine, l'halitose est une maladie qui se traduit par des mauvaises odeurs dégagées de la bouche. Elle est parfois due à une mauvaise hygiène buccale, mais aussi à un mal qui se manifeste dans l'organisme de l'individu qui en souffre. Mais comment remédier à ce mal? La réponse dans ce micro-trottoir. On nous conseille souvent pour pouvoir éradiquer ou contribuer quand même à la baisse de ce phénomène-là, de consommer beaucoup d'ail, de nous brosser les dents au moins 3 fois par jour, de prendre des clous de girofle, ou de faire carrément un bain de bouche à base de clous de girofle. Tout d'abord, je dirais qu'il faut se brosser les dents 2 fois par jour. Si nécessaire, il faut utiliser un bain de bouche antibactérien. Autre chose, c'est de boire beaucoup d'eau dans la journée. Ensuite, il faut consommer beaucoup plus de fruits et de légumes riches en fibres. Il faut éviter la consommation de l'alcool et du tabac. Pour savoir déjà qu'il est très capital de se brosser régulièrement les dents. Et lorsque je parle de se brosser régulièrement les dents, c'est le faire matin et soir. Après le dîner, on se brosse les dents. Ça doit durer au moins 3 minutes. On ne doit pas se brosser les dents à la va-vite. Il faut prendre tout le temps pour pouvoir bien se brosser les dents. Il faut adopter une bonne hygiène dentaire, c'est-à-dire se brosser au moins 2 fois par jour. Ensuite, veiller à ce que les résidus alimentaires soient éliminés des dents. Boire régulièrement de l'eau. Brosser la langue pour éliminer les bactéries responsables des odeurs. Éviter de prendre tardivement les aliments à base du blé. Se rincer également régulièrement la bouche lorsqu'on est au boulot, après le repas, pour pouvoir libérer quelques débris d'aliments. Il faut savoir choisir ses brosses à dents. Il ne faut pas choisir une brosse à dents qui va encore causer des plaies dans la bouche. D'une information à une autre, l'amitié est un lien qui unit des personnes de familles différentes et même de religions différentes. Pouvoir compter sur ses amis permet d'ailleurs de se sentir en sécurité. Mais parfois, certaines expériences nous limitent à ce champ de fraternité. De nos jours, est-il possible de vivre sans amis? Les avis se complètent dans cet élément signé Mathilde Aïmoa. On ne peut pas vivre sans amis parce que les amis ont un rôle dans notre vie. Ça, il faut le reconnaître. Bien vrai qu'on dit que si t'as pas de bons amis, ils vont causer ta chute, oui. Mais les amis ont un rôle très important dans ta vie. Les amis sont ta première famille. Lorsque tu es loin des parents, si tu as un souci, la première personne qui va te secourir, mais la première personne à qui tu peux parler, c'est un ami. Parce que c'est lui qui est dans ton entourage, qui peut te porter un secours sur le champ, avant que les parents ne puissent commencer à dire, bon, et comment il va, comment on va faire. Donc, je pense que il n'est pas possible de vivre sans amis.
Je ne peux pas vivre sans amis. Je dois avoir au moins 2 ou 3 amis. Des amis avec qui échanger. La vie, c'est les échanges. Ce n'est pas parce que l'on a été déçu ou l'on est réservé ou introverti qu'on va décider de vivre dans son coin et ne pas avoir d'amis. C'est se condamner en fait. C'est se faire du mal, ça s'en rendre compte. C'est se tuer à petit feu. Du coup, en tout cas, je suis sûr qu'il y en a des personnes qui préfèrent vivre sans amis et c'est leur choix. On ne peut pas leur en vouloir, certainement qu'ils ont leur raison. Mais moi, je ne pourrais pas vivre sans amis. C'est compliqué de dire qu'on peut vivre sans les amis en ce sens que déjà, dans nos traditions africaines, il y a ces noms, ces prénoms qu'on donne qui nous rappellent que les amis sont importants. Il y a dans ma langue maternelle un prénom qu'on dit Hontomyon, l'ami est bon, pour une tradition littérale. C'est une façon de dire que l'ami a une importance capitale, cruciale à jouer dans la vie de tout un chacun. On ne peut pas vivre sans les amis, mais il faut faire attention à choisir ses amis parce que choisir ses amis doit normalement se baser sur certains critères que sont par exemple la vision, les intérêts. Oui, ça peut paraître banal, mais on ne choisit pas ses amis au hasard. On ne peut pas vivre sans amis, mais il faut savoir choisir ses amis pour mieux vivre. Que se passe-t-il dans le reste du monde? C'est Ola Grace Adjé qui nous emmène faire ce tour d'information de l'actualité internationale. Nous démarrons cette page inter par le Somaliland où le leader de l'opposition Abdirahman Mohamed Abdullahi a remporté l'élection présidentielle de mercredi dernier. Plus connu sous le nom de Hiro, le chef du parti national Wadani a battu le président sortant Moussé Bihi Abdi, selon ce que rapporte le média Garowe Online. L'homme de 68 ans a obtenu 64% des voix contre 35% pour son adversaire d'après les résultats communiqués par la commission électorale du Somaliland. Le Somaliland, territoire sécessionniste de la Somalie, jouit d'une autonomie de fait depuis 1991, mais il n'a été reconnu par aucun pays, ce qui limite l'accès aux financements internationaux et la capacité de ses 6 millions d'habitants à voyager. Le pays occupe une position stratégique à la jonction de l'océan Indien et de la mer Rouge. La présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, en rupture avec le gouvernement de ce petit pays du Caucase, a demandé ce mardi 19 novembre à la Cour constitutionnelle d'annuler les législatives remportées par le parti au pouvoir et que l'opposition considère truquées, a annoncé son avocat. La commission électorale a confirmé samedi la victoire du rêve géorgien, 53,93%, qui lui a assuré 89 des 150 sièges du Parlement. Ce parti, accusé par ses détracteurs de dérive autoritaire pro-russe et de vouloir éloigner la Géorgie de l'Union européenne, a devancé une alliance de partis d'opposition pro-occidentaux. Mais l'opposition a crié à la fraude et les chancelleries occidentales et l'Union européenne ont réclamé des enquêtes sur ces allégations d'irrégularité. L'adhésion à l'UE comme celle à l'OTAN sont des objectifs inscrits dans la constitution géorgienne. L'Union européenne avait fait de ces législatives un test dans la perspective de cette adhésion. En Irak, 3 jours fériés à l'allure de couvre-feu ont été décrétés pour permettre la tenue d'un recensement de la population à très fort enjeu politique. Allant de ce mardi 19 au jeudi 21 novembre, l'objectif de ce couvre-feu est de faciliter un comptage de la population et des richesses. Le dernier recensement national remonte à 1987 au temps du dictateur Saddam Hussein et de la guerre Iran-Irak. Le pays comptait alors 16,6 millions d'habitants. Aujourd'hui, ce serait quelques 43 millions, mais ce n'est qu'une estimation après presque 4 décennies de catastrophes, guerre du Golfe, invasion américaine, guerre contre l'État islamique, massacre des Yézidis. Les résultats devraient avoir un impact considérable alors que le pays est gouverné en fonction de quotas ethniques et religieux. Le sélectionneur Gernot Rohr a réagi à la qualification du Bénin pour la phase finale de la CAN 2025 et le technicien franco-allemand estime avoir réalisé le projet. Ginette Fleur a donné. Au terme d'un match nul décisif entre la Libye et le Bénin 0-0 à Tripoli, le sélectionneur des Guépards, Gernot Rohr, a salué le travail accompli depuis son arrivée à la tête de l'équipe nationale béninoise.
un projet s'est réalisé, a déclaré Guénoro, visiblement ému. L'entraîneur est revenu sur ses ambitions qui avaient guidé son mandat, rajeuni l'effectif, bâti un groupe solide, conquérant et uni. Une vision qui s'est concrétisée lors de cette campagne de qualification. Cette solidarité, nous l'avons vu aujourd'hui, ce n'était pas facile. Entre la qualité de l'adversaire, l'ambiance du stade et la gestion de la fin du match, a-t-il ajouté. Le coach de 111 ans n'a pas manqué de souligner les nombreux défis auxquels son équipe a été confrontée, notamment une blessure de dernière minute survenue la veille de la rencontre. Malgré cela, l'unité et la détermination du groupe ont permis de surmonter ces obstacles. Les jeunes ont apporté de la fraîcheur et les anciens les ont accueillis à bras ouverts. Cela donne une équipe vraiment très intéressante. Avec cette qualification, Guénoro semble confiant quant au potentiel de son groupe pour briller lors de la CAN 2025 qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Pour les Guépas, cette étape marque un retour attendu dans la compétition et une opportunité de porter haut les couleurs du Bénin sur la scène continentale. C'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Ce journal a été mis en ligne par Parfait Afodéou et réalisé par Ola Grace Adjé. À la présentation, je suis Carmen Rodéou. Bonsoir chez vous. Écoutez, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien.